yes we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse, via Stella, évidemment. Le journal El País met en lumière une récente étude montrant que grâce à la maîtrise d'une langue étrangère, nous nous laissons moins influencer par les émotions et nous privilégions le résultat le plus efficace. Ces recherches scientifiques insistent sur le fait que nous agissons de façon plus rationnelle lorsque nous pensons dans une autre langue. Cela favoriserait l'idée d'une double personnalité linguistique, peut-être une solution pour les élus et gouvernants parfois un peu trop nombrilistes, voire même égocentrés. Les titres de votre 20h. La fachosphère, arme d'intoxication massive, nous en débattons avec la journaliste Marie-Josée Arriguilandine et l'enseignant Philippe Olivier. Musicien, il nous présente son dernier album. Jean-Charles Pape est l'invité de votre 20h. Bonsoir mon cher Jean-Charles, je vous en prie. Bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir. Moi de même. Comment ça va? Tout va bien. Ça fait quelque temps. Tout va bien, c'est vrai, ça fait quelque temps. C'était une belle émission la dernière fois. C'est vrai. Votre dernier album est actuellement dans les bacs et il connaît un véritable succès et critique et public. Beaucoup de personnalités qui l'ont écouté, quelques amis journalistes, je pense à Sébastien Pisane, nous l'évoquions il y a quelque temps, Sébastien Pisane de Corse Matin a beaucoup aimé votre album. Vous pouvez nous raconter en quelques mots la genèse, justement? Au départ, j'essayais toujours de construire un album avec une certaine logique. Il me faut au moins l'alpha et l'oméga. Au départ, j'avais mon alpha et mon oméga. J'avais une chanson qui s'appelait À l'infinito al di là. Et j'avais une autre chanson qui s'appelait Douin t'as collé tous. J'avais ces deux chansons. Donc, comme alpha, c'était vraiment une maxime, deviens qui tu es ou ce que tu es, comme disait Nietzsche. Hein. Et puis, j'avais cette maxime, mais qui est tirée de quelque chose de moins philosophique, vers l'infini et au-delà. Mais c'est vraiment une invitation. C'est vraiment important, vers l'infini et au-delà. Voilà. Mais c'est une véritable invitation à aller chercher au profond de soi toutes nos forces insoupçonnées et puis à se dépasser. Donc, j'avais ça. Et avec ça, j'ai construit tout le reste. Toute une philosophie de vivre, avec une chanson qui est un carpe diem, Campa. Et puis, est arrivée cette chanson Essential, qui a été écrite pour le texte par Jean-Frédéric Terrazzogne. Il m'avait entendu parler sur un de vos plateaux du Petit Prince de Saint-Exupéry en disant que c'était un de mes ouvrages de chevet. Et puis, du coup, ça lui avait plu. Et il m'a écrit ce texte qui est en quelque sorte une libre interprétation poétique de l'œuvre. C'est une œuvre qui est majeure, celle-ci, pour l'humanité et pour les enfants que nous devons rester. Et du coup, c'est devenu le titre éponyme parce que je voulais aller aussi à l'essentiel, alors que ce soit dans les textes, en essayant de toucher vraiment au niveau poétique l'âme des gens, et puis au niveau des arrangements. C'est pour ça que pour les arrangements, j'ai fait travailler encore Grégory Gambarel, et puis j'ai eu la chance, avec l'expérience de Mezumez, de rencontrer Patrick Ampartoumian, qui est le réalisateur de Mezumez, ou des Enfoirés, de plein d'autres chanteur connu, et qui a bien voulu partir avec moi cette expérience-là. Et je lui ai demandé vraiment, au niveau musical, de transcender et puis d'aller à l'essentiel. Alors là, ce qui est intéressant dans l'album également, Jean-Charles, c'est qu'il y a cette orchestration qui est importante, cette musicalité-là qui est la vôtre, mais je sais que c'est essentiel également dans votre processus de création, l'importance des mots, l'importance des textes pour nous faire voyager. C'est cela, finalement, qui est le fil d'Ariane de votre album. Hein. C'est pour ça qu'on a quelques difficultés à pouvoir franchir les frontières. Ouais. C'est parce que, justement, nous, la musique, c'est beaucoup basé sur le texte. Je pars toujours. C'est très rare que je fasse le chemin inverse, qu'il y ait une musique et que j'écrive une poésie. Je pars toujours de la poésie parce que pour moi elle est première. Et puis la chanson, c'est quelque chose d'assez particulier parce que à la fois il doit y avoir un caractère poétique, métaphorique, il faut que les sonorités nous emportent, et en même temps que le sens soit assez fort pour raconter une histoire simple, mais qui parle
à des choses essentielles en nous, enfin qui réveillent des choses essentielles en nous et qui sont du domaine un peu de l'universel aussi. Et c'est ça qui est un petit peu difficile, mais en même temps qui est exaltant. Oui, c'est surtout ça qui est exaltant. Hein. Et puis, ça participe, pour vous connaître un petit peu, j'ai le sentiment, en tout cas, surtout sur cet album, d'une sorte de quête même personnelle. Il y a l'idée de connais-toi toi-même avant tout. Hein. C'est peut-être ça qui en ressort. Hein. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais, les chansons, tout a été fait sur ce modèle-là. Il y a même une chanson qui a été inspirée aussi d'un ouvrage qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée, qui est une quête, qui est un roman initiatique, une véritable quête de soi, où ce chevalier doit enlever son armure pour pouvoir se tourner vers les gens et pouvoir partager à nouveau, et puis aller chercher la vérité, l'essentiel, l'amour. Et c'est le chemin de toute une vie. On va se faire plaisir, Jean-Charles, et je vous propose de vous voir sur la scène de l'émission de Laurent Vital, ou live. Lo sguardo perso all'orizzonte, ha vinto Domingum, capisco più, s'aruloglia e ti vigo guaso, posata figliula tramonti, miramenti, tocciuffi biondi, colore di sti campi di rano. Quando tu deserto lontano, non gli sa scopri dal tramonti, pensa spesso smaravitato a ciò che tu mi insegnasti curare. O piacere di vassa maestra ed ave qualche sia al lato chi mai campa di illusioni, scordando chi sono stati citati con in capo il cane stedi e fiumi smisurati passioni. Cerchiamo tutti un ideale, una vita fatta di splendori, ma da poter vedere l'essenziale, basta figliula, cugoni, cerchiamo tutti un ideale. On le voit hein, à travers ce moment-là que la scène pour vous est un moment, est un élément révélateur. Hein. C'est un élément, je vais me répéter encore une fois, essentiel, parce que la rencontre avec l'autre, la rencontre avec le public, avec les gens qui font vivre votre œuvre, elle est absolument indispensable. Créer un album, je dirais pas que c'est une œuvre autiste, parce qu'on est à quelques-uns, on est en pleine extase, il y a des idées qui arrivent de tous les côtés, c'est des superbes moments, mais à certains moments, il faut qu'on le partage. Et ce partage, il est intéressant à double titre, parce que premièrement, il y a une véritable énergie qui se crée et qui vous-même vous transcender au moment où vous chantez la chanson avec le public. Et puis après, il y a le fait que le public se l'approprie. Et quand les gens se l'approprient, c'est là où ça ne nous appartient plus. Et c'est là où on est le plus heureux, parce que finalement, chacun en fait ce qu'il en a envie. J'ai plein d'exemples. C'est pour ça que je fais rarement l'exégèse des chansons, parce que j'ai peur de casser les rêves des gens. C'est comme sur un roman, quand l'esprit se met à vagabonder, il faut laisser faire ça. Ce que l'image, quelquefois, ne permet pas. Ce que je dis à mes élèves en classe, lisez, parce que cette imagination, vous ne la retrouvez pas dans un film, même si le film a un autre langage. Et on ne peut pas le comparer. Et la chanson, c'est pareil. Moi, j'ai des gens qui ont pensé que j'avais écrit tel passage pour telle raison. Je ne les démentis jamais. Parce que c'est vrai, une fois qu'ils l'ont fait leur, c'est vrai, s'ils le disent. Et est-ce que quand vous écrivez, vous laissez la place au hasard vous pouvez vous laisser votre imagination automatique. Exactement. Oui, bien sûr, ça arrive. Alors c'est pas systématique, mais disons que déjà le processus même de création, au moment où il y a l'inspiration, il se rapproche de ce que vous annoncez. Mais de la même manière, il arrive quelquefois que l'improvisation, que ce soit au niveau musical ou au niveau écriture, ça a toute sa place. Et quelquefois, il y a des moments assez magiques qui peuvent en découler. Et c'est ça qui est superbe.
qui est enivrant peut-être Ah oui, même. oui, on peut le dire. Alors, l'album est évidemment, je l'ai dit, chez tout bon disquaire. Il en reste encore, je l'aime bien ce mot, disquaire. Vous pouvez découvrir les dates des tournées, des dates de vos concerts sur le site internet, sur votre site internet, Jean-Charles. Ce fut un plaisir, mon cher ami, d'avoir partagé ce moment avec vous. Et je vous dis à la prochaine, sûrement. Ah, avec plaisir, c'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau. Merci. Ciao, à bientôt. Nous essayons de décrypter la parole politique, la parole publique, qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou même dans les discours. Ce soir, Inès Morat a décidé de nous proposer un focus sur les discours, sur la parole, justement politique. Bonsoir ma chère Inès. Bonsoir. Je vous offre l'album de Jean-Charles, Essentiel. Je vous l'offre parce que c'est un très bel album et je suis sûr qu'il va vous plaire, ma très chère Inès. Je n'en doute pas. Voilà. Alors, les discours de nos élus sont souvent synonymes de langue de bois, mais il y a également, pour notre plus grand bonheur, les lapsus révélateurs. C'est ça. Bon alors, je vais te passer la fameuse baisse d'impôts de Bérégovoy ou la fela inflation de Rajita Dati, comme ça c'est fait, pour m'intéresser à ceux qui craquent en dévoilant leurs intentions machiavéliques. C'est même la principale catégorie de lapsus politique. Et si on colle à la vision freudienne du phénomène comme affleurement des pulsions sous le vernis de la maîtrise de soi. Affleurement des pulsions sur le vernis. Oui, j'ai passé heureusement dans une chronique sur le lapsus, j'ai eu peur. Donc, ces bévues en disent long. On va prendre par exemple François Hollande qui avait déclaré, et non Philippe, je ne vais pas l'imiter, la Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. Même échappé pour Jean-Louis Borloo qui avait qualifié son Premier ministre, Dominique de Villepin, de Premier Minus. On peut aussi citer Florian Philippot qui avait expliqué qu'il avait eu à maintes reprises l'occasion de défendre Jean-Marie Le Pen publiquement. Bon, la palme quand même à W. Bush, véritable producteur de perles. Là, c'est un fan de W. Enfin, de perles de W, que ce soit clair. On en a un autre ici qui va arriver, c'est plutôt Poutine. Oui. Bon, alors, qui a livré assez de lapsus pour remplir 2 volumes de Bushism recueillis par le journaliste politique Jacob Oisberg. Bushism, même le titre est bon. Alors, il y a certes des embardées cocasses de langage, mais aussi des dérapages beaucoup plus contrôlés, Inès. C'est ça, il arrive que les langues qui fourchent soient en réalité des langues de vipères. Prenons ici le cas de l'incompris André Santine, qui figure régulièrement dans les best-of des bourdes politiques. Pour son « Je me demande si on n'en a pas trop fait pour les obsèques de François Mitterrand. Je ne me souviens pas qu'on en ait fait autant pour celle de Giscard. » Alors que Giscard était évidemment encore en vie. En fait, il s'agissait d'une petite pique qui s'est retournée contre son auteur puisque tout le monde ne l'a pas saisi. Un parfait exemple d'arroseur arrosé. Et souvent d'ailleurs, Santine qui était l'un des lauréats du prix Citron politique, ça lui arrivait souvent. Alors, autre type d'étourderie, je vais le dire ainsi, la gaffe, mais en off. C'est ça. En fait, on a eu un grand moment de solitude à l'italienne que le président de la Chambre des députés, Gianfranco Fini, a partagé avec nous en 2009 en déclarant à son voisin, à cœur et à micro ouvert, Berlusconi, il confond leadership et monarchie absolue. Ambiance, une piste audio, bien sûr disponible sur la toile, puisqu'il est désormais très compliqué de bafouiller en privé. Voir ici le replay de mes chroniques. C'est bien joué. Et les médias sont très friands de glissade, n'est-ce pas ? C'est vrai que les médias ne font pas la fine bouche et ne cachent pas un petit peu leur gourmandise en traquant ces dérapages. Mais c'est un terrain glissant. On va prendre ici le cas Trump, champion du show à l'américaine. Il ne s'est pas passé une journée sans que ces dérapages soient relayés par les journalistes du monde entier. Mais au final, que retenait-on vraiment de son programme ? Construction d'un mur, baisse du prix des médicaments, insultes en tout genre, augmentation sur les produits importés. Au final, pendant qu'on rigolait bien en le regardant se faire décoiffer en direct, dans la ceinture de rouille, au final, son message était bien passé. Ouais. D'autant qu'il ne s'agit pas seulement de traquer les dérapages, c'est même essentiel. Les journalistes prennent aussi les hommes politiques dans leur filet avec
des questions pièges. C'est Ouais, c'est ça. le b.a.-ba du Oui, non, mais journalisme. nous aussi, on sait faire Oui, la on fête, sait tu le faire. vois, on s'éclate, on joue un petit peu aux devinettes, version juste prix. Bon, finalement, on n'était pas encore au courant qu'ils nous jouaient du pipeau, donc pour être vraiment sûr, on leur demande le prix de la flûte, du timbre ou du ticket de métro. Bon, il y en a un qui a mis les pieds dans le plat il y a quelques semaines avec le Viennoiserie Gate. Jean-François Copé, interrogé sur Europe 1 sur le prix d'un pain au chocolat, donnait d'abord sa langue au chat, répondant avec un énigmatique « ça dépend des tailles », avant de lâcher un savoureux 10 ou 15 centimes. Puis, alors la tentative pour retomber sur ses pattes magnifiques, il déclarait « je ne veux pas en acheter très souvent parce que c'est un peu calorique ». Une ligne de défense super lourde reprise sur son compte Twitter, histoire de montrer qu'il n'est pas tout le temps déconnecté. Sauf que côté gens de la vraie vie, c'était déjà trop tard. C'était la crise de foi. C'est le croissant gate. C'est C'est bien ça, trouvé. ouais. Merci beaucoup, ma chère Je t'en Inès. Et à très vite Très pour continuer à décrypter. J'aime bien quand tu le fais, la parole politique. Hein. Il faudra continuer dans ce J'ai sens-là. compris. Notre débat du soir, la fachosphère, arme d'intoxication massive. Nous en parlons avec la journaliste Marie-Josée Harry-Guilandine et l'éditeur et enseignant Philippe Olivier. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. La fachosphère, c'est un sujet qu'aurait pu traiter Inès d'ailleurs, hein, la fachosphère. C'est notre sujet du soir. C'est une enquête du journal Libération menée par Dominique Albertine. Nous reprenons cette formulation, la fachosphère, arme d'intoxication massive. Et c'est avec vous... J'aime bien faire ça. Le C'est suspense. avec vous, Marie-Jo, que je commence. Pour vous, la fachosphère, est-ce une arme d'intoxication massive? Oui, très clairement, très clairement. C'est un terme qu'on doit en fait d'abord à Daniel Schneiderman, Oui. qu'il a utilisé dans son émission. Il refusait... Émission Arrêt sur image, c'est ça. diffusée sur Internet. Et en fait, il se refusait un petit peu à utiliser ce mot parce que fachosphère, forcément, on voit bien qu'il y a une connotation très péjorative, très moralisatrice. Mais en même temps, ça avait un sens par rapport à ce qu'il voulait dire et surtout le nombre de sites et de blogs qui sont réunis dans ce concept. C'est effectivement des blogs qui sont supposés donner de l'information, mais qui intoxiquent doucement les gens parce que cette information est très partielle, et elle arrive comme ça, d'une manière très discrète. Ne s'annonçant pas forcément comme une information très orientée à l'extrême droite. Oui, et souvent d'ailleurs, les sites en question, nous y reviendrons, on va en citer quelques-uns justement, jouent de cette similitude avec les sites d'information. Hein. C'est ça qui est très perturbant pour l'internaute. Il faut vraiment avoir une grille de lecture. Hein. Oui, il faut connaître leur nom pour ne pas se faire prendre, parce qu'effectivement, sous le couvert du neutre, d'une neutralité d'information, évidemment, insidieusement est distillé plein de choses, de l'antisémitisme, du racisme, des idées rétrogrades, etc. Donc, il faut faire gaffe, quoi. Arme d'intoxication massive. C'est le terme aussi massif qui est important. Hein. Bah oui, parce que c'est tous les réseaux. C'est à la fois dans la société, dans la rue, les manifestations. Et ça touche facilement la masse parce que de toute façon, ces réseaux, ils sont aussi beaucoup des blogs, sont vraiment partagés sur les réseaux sociaux. Et comme effectivement les gens, on l'a souvent dit ici, ne vérifient jamais les sources, parfois un article, je donne l'exemple du site qui s'appelle Boulevard Voltaire, il a donc été fondé par Robert Ménard et Dominique Jamais, qui sont deux journalistes. On connaît Robert Ménard pour d'autres choses. Membre de Reporters sans frontières. Oui, tout à fait, fondateur de Reporters sans frontières. Donc, évidemment, on ne peut pas les soupçonner d'être de mauvais journalistes, ce qui fait que les articles sont extrêmement bien conçus. Alors, après leur côté extrêmement connoté, les choix politiques qui sont extrêmement partiaux, évidemment, sont là, mais les gens y voient d'abord un article. Alors, quelques mots parus dans Libération, Dominique Albertine. Voilà ce qui est écrit. Se jugeant maltraité par les médias traditionnels, l'extrême droite a vu en Internet un terrain à investir pour toucher directement le public. Parmi ses principaux acteurs, certains ambitionnent de concurrencer les médias du système. C'est une expression qui revient souvent, le système, les médias du système. Et d'autres s'attribuent un rôle de lobby et tentent évidemment d'influencer le débat public. Un rôle de lobby. C'est ça aujourd'hui, ces sites qui pullulent sur Internet, ce que l'on appelle la fachosphère. Oui, parce qu'ils ont bien compris aussi que les divers réseaux sociaux sont plus prompts à censurer le nu, masculin, féminin ou en couple, que des propos racistes, fascistes,
antisémites, antisionistes, etc. Et on est plusieurs à régulièrement informer les administrateurs de ces sites. Ça disparaît beaucoup plus lentement que vous mettez une photo de seins nus ou de quéquette, le lendemain, il n'y a plus. C'est vrai, vous, la passionnée d'art, ma chère Marie-Jo, c'est très juste ce que dit Philippe. C'est plus difficile à faire interdire des paroles racistes, ouvertement racistes, frontalement racistes, pour ne pas faire de jeu de mots, mais que des œuvres. C'est vrai, même si vous faites une petite vidéo, vous mettez une musique, on vous arrête tout de suite parce que vous n'avez peut-être pas demandé les droits pour la musique. Mais c'est vrai qu'ils ont été bloqués justement dans les médias traditionnels parce que cette parole raciste, en France, c'est un délit. La citation à la haine est un délit. Donc, c'est vrai qu'ils ont été boycottés, on ne peut pas dire le contraire, et ils ont trouvé très vite le biais donc d'Internet, enfin d'ailleurs du Minitel. Le Front National, c'était le premier parti à avoir déjà un accès par le Minitel. Alors, justement, vous parlez du Front National. Est-ce que cette fachosphère, est-ce que cette diversité de sites qui revendiquent une parole à la fois populiste, Philippe, vous l'avez dit, raciste, favorise les thèses du Front National? Bah oui, il y a une amie, il y a 2 jours, justement, sur un site que je ne citerai pas, bien connu, un réseau social bien connu, disait que finalement, ça banalise. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens... Zuckerberg, Voilà, de Mark Zuckerberg. On lit tellement à notre corps défendant, parce que ça défile, ça déferle sur notre mur, que finalement, comme rien n'est coupé ou est coupé des jours ou des semaines après, les gens prennent presque pour argent comptant. Quand je dis les gens, ceux qui n'ont pas une culture politique ou qui n'ont pas une attention précise à tel ou tel média, Atlantico, etc. Enfin, vous allez les citer, vous les connaissez aussi bien que moi, sinon mieux. Je ne suis pas journaliste, mais voilà, on a constamment des paroles qui banalisent, en fait, qui banalisent ce racisme ambiant. Alors, on a vu un tweet de Pierre Sautarel. Pierre Sautarel est le fondateur de François de Souche. Marie-Jo. Alors, c'est François de Souche. Qui était le blog qui devait parler de la vie d'un Français de souche. François de Souche, qui regroupe une compilation d'articles assez anxiogènes, pour ne pas dire quelque chose de beaucoup plus fort, lié à l'islam et à l'immigration. Il revendique 1 million de visiteurs. 1 million de visiteurs. On a vu l'un de ses tweets. Je vais demander d'ailleurs à Fanny, notre script, si on peut le revoir, où il fait ce lien avec le Front National. C'est la stratégie actuelle du FN empêche de capitaliser sur les attentats, transparence, et ce mot terrible, pain béni, cette expression terrible, suite aux attentats de Nice. Oui, là, c'est un site aussi qu'ils appellent F de souche, parce que maintenant, justement, on essaye d'être discret, de ne pas tout à fait toujours pareil, pas avancer plutôt masqué. Mais c'est vrai que ce sont des sites, c'est ce que disait Philippe est tout à fait juste, qui libèrent une parole qu'on aurait bien aimé qu'on aurait bien aimé que les gens censurent, et on aurait bien aimé que les gens continuent à s'auto-censurer. C'est vrai que du coup, là, ça ne le fait plus. Oui, c'est complètement des sites qui sont au service du Front National. Marine Le Pen s'en sert. C'est d'ailleurs avec ce site-là, F de Souche, qu'elle avait réussi son espèce d'esclandre face à Frédéric Mitterrand dans l'émission Le Croisé. Donc voilà, ça va être une espèce de base de lecture pour les gens qui le font, donc entre autres Pierre Sautarel, une base de lecture très déformée avec le prisme de la haine, quand même, il faut dire les choses comme elles sont, d'une actualité qui peut exister. Alors très rapidement, parce qu'on veut vous présenter quelques personnalités, ou en tout cas quelques sites comme nous l'avons fait avec François de Souche. Alain Soral, c'est une personnalité très connue de la fachosphère, une personnalité très médiatique. Son organisation Égalité et Réconciliation est une véritable PME politique, on peut le dire comme cela, dont le succès est indissociable du web. Philippe, en quelques mots, Alain Soral, vous l'avez côtoyé. Eh oui, il était mon voisin de droite, pardon Marie-Jo, de droite parce que j'étais à sa gauche, quand nous allions à l'école pratique des hautes études suivre les cours de Cornelius Castoriadis, qui n'était pas évidemment connoté de ce côté-là de la sphère politique. Et puis je l'ai vu petit à petit dériver, choisir entre le communisme et le Figaro. Et puis il a dû trouver son terrain, sa maison. Et maintenant, effectivement, oui, il fait 800 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Il vend... c'est une vraie PME, il défend ses idées, il vend des disques, des t-shirts, des mugs, que sais-je encore, et c'est devenu insupportable. La fachosphère, arme de destruction massive, c'est le thème pendant le 20h ce soir. Vous connaissez la règle. 40 secondes pour résumer votre pensée et donner vos arguments. C'est avec vous que je commence, Marie-Jo.
Je termine d'ailleurs. Oui, pour moi, c'est clairement une arme d'intoxication massive. Voilà, l'intoxication, vous l'avez dit, c'est vraiment un mot très juste parce que c'est vraiment doucement que le poison va se répandre et massif, par contre, parce qu'effectivement, ça va se répandre dans les masses. Alors, il y a effectivement tout un tas de sites. Il ne faut pas oublier que dans cette fachosphère, on a aussi ajouté des catholiques intégristes, Manif pour tous, etc., etc. Donc, c'est un courant de pensée, en fait, qui est extrêmement autoritaire, qui veut à tout prix donner des règles de pensée qui sont en général extrêmement peu tolérantes et qui, petit à petit, par ces médias-là, s'installent complètement dans les pensées. Philippe Olivier, enseignant, éditeur. Oui, puis ce qui est insidieux aussi, c'est que c'est plein de petits ruisseaux qui, petit à petit, font un fleuve de haine. Et heureusement qu'il y a quand même une gauchosphère, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens à gauche, à l'extrême gauche, ont compris qu'il fallait répondre à ça. Et donc il y a des sites qui sont moins visibles, mais des individus qui ont une étiquette politique ou qui sont de simples citoyens qui répondent. C'est difficile parce que là vous êtes noyé dans un torrent de paroles, ils vous entourent, mais qui répondent par la pensée à cette contre-pensée. Il y a également des sites de droite dits républicaine qui répondent aussi, sur ces pensées. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu autour de la fachosphère. Je vous conseille l'article, le dossier de Libération. Il suffit d'aller sur le site de Libé et vous aurez toutes les informations. À demain.